C'est un chiffre qui devrait faire la une de tous les journaux télévisés, et pourtant, il passe presque inaperçu, noyé dans le flot de l'actualité. En Europe, 29% des ménages déclarent ne plus réussir à boucler leur fin de mois. 29%. Cela signifie que presque un ménage sur 3, sur ce continent que l'on présente souvent comme l'un des plus riches et des plus protégés au monde, est en difficulté immédiate pour payer ses besoins vitaux, son loyer, ses factures d'énergie ou simplement sa nourriture. Nous ne parlons pas ici de statistiques abstraites. Nous parlons de millions de citoyens qui font des choix impossibles entre se chauffer et manger à sa faim. Nous parlons d'une insécurité économique qui ne touche plus seulement les marges de la société, mais qui ronge désormais le cœur même de la classe moyenne. Que se passe-t-il quand le rêve européen de prospérité et de sécurité glisse, lentement mais sûrement, dans la précarité structurelle? Bienvenue dans Zone d'influence. Aujourd'hui, nous allons disséquer cette crise silencieuse qui est en train de redessiner brutalement les frontières de la pauvreté en Europe. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut regarder la décennie qui vient de s'écouler. L'Europe a encaissé choc après choc, sans véritable temps de récupération. D'abord, les répliques de la crise financière de 2008, qui ont fragilisé les États du Sud. Ensuite, la pandémie mondiale, qui a mis l'économie à l'arrêt. Et enfin, le coup de grâce, la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation provoquée par la reprise post-Covid et la guerre en Ukraine. Selon les données compilées par Investigate Europe, les ménages européens subissent un effet ciseau dévastateur. D'un côté, les coûts incompressibles, ceux que vous ne pouvez pas éviter comme le logement, l'électricité, le transport et l'alimentation, explosent. De l'autre, les salaires progressent, certes, mais beaucoup moins vite que l'inflation réelle ressentie au quotidien. Autrefois, l'Europe sociale était présentée comme un bouclier impénétrable contre la pauvreté de masse. On nous disait que le filet de sécurité était assez solide pour rattraper tout le monde. Aujourd'hui, les chiffres de la Banque européenne d'investissement et les rapports de terrain montrent une toute autre réalité. Une montée diffuse, insidieuse, de la précarité, y compris chez les ménages qui travaillent, qui paient leurs impôts et qui, sur le papier, vont bien. Dans cette enquête, nous allons analyser ce chiffre choc des 29%. Nous détaillerons les postes de dépenses qui étranglent les familles, nous identifierons les pays les plus exposés et nous poserons la question qui fâche. Cette fragilisation est-elle temporaire ou est-elle le nouveau visage de l'Europe de demain? Commençons par l'état des lieux, brutal, fourni par la Fondation pour le logement. Selon leur étude récente sur le mal-logement et les difficultés financières, 29% des ménages européens déclarent éprouver des difficultés à terminer le mois. Ce chiffre ne mesure pas seulement la pauvreté extrême. Il mesure le stress financier. C'est le sentiment d'être sur la corde raide. Parmi ces 29%, une part importante cumule déjà des retards de paiement. Il peut s'agir d'un loyer payé avec 15 jours de retard, d'une mensualité de crédit à la consommation rejetée par la banque ou d'une facture de régularisation d'énergie qui reste impayée pendant des mois. C'est ce qu'on appelle la spirale de l'endettement passif. Contrairement aux idées reçues, ces difficultés ne se limitent pas à quelques pays périphériques ou historiquement moins riches. Bien sûr, l'intensité varie, mais le phénomène est continental. De l'Allemagne à la France, en passant par l'Italie et l'Espagne, aucune économie n'est épargnée par cette vague de fonds. C'est une précarité qui s'installe au cœur des puissances économiques. Le premier moteur de cette crise, c'est bien sûr l'explosion du coût de la vie. Et plus spécifiquement, le coût de l'énergie et de l'assiette. Après le choc énergétique de 2022, les prix de l'électricité et du gaz ont grimpé verticalement dans la plupart des pays européens. Si les prix de gros ont fini par se calmer sur les marchés financiers, la facture finale pour le consommateur, elle, n'est jamais revenue à son niveau d'avant-crise. Les taxes, les coûts de distribution et les nouveaux contrats ont figé les prix à un niveau élevé. À cela s'ajoute le drame du caddie de supermarché. L'inflation alimentaire a dépassé les 10, parfois 15% dans plusieurs pays entre 2022 et 2023. Pour un ménage modeste, l'alimentation représente une part énorme du budget. Quand le prix des pâtes, de l'huile, du lait et des légumes augmente de 20%, c'est une catastrophe budgétaire immédiate. Comme le soulignent les analystes de Trading Economics, il y a un effet cliquet. Même lorsque l'inflation ralentit, ce qu'on appelle la désinflation, les prix ne baissent pas. Ils arrêtent simplement d'augmenter aussi vite. Les ménages doivent donc vivre avec un niveau de coût de la vie durablement plus élevé, alors que leur fiche de paie n'a pas été indexée de la même manière. C'est une perte sèche de pouvoir d'achat qui ne sera probablement jamais rattrapée. Mais si l'énergie et l'alimentation font mal, le véritable bourreau des budgets européens, c'est le logement. C'est le facteur numéro 1 de la strangulation économique des ménages. Les chiffres d'Imotop et d'Eurostat sont vertigineux. Les prix du logement en Europe ont augmenté de plus de 50% en moyenne depuis 2010.
Dans certains pays comme l'Estonie ou le Luxembourg, les hausses dépassent les 100%. Pour les locataires, la situation est critique. Dans plusieurs grandes métropoles européennes, Paris, Amsterdam, Dublin, Berlin, le loyer médian absorbe désormais plus de 30 et parfois 40% du revenu des ménages. C'est mathématique. Quand 40% de votre salaire part dans le loyer dès le début du mois, la moindre facture imprévue, la moindre panne de voiture, vous fait basculer dans le rouge. Cette tension est alimentée par une pénurie structurelle de logements abordables et sociaux. Certains pays riches se classent paradoxalement au-delà de la 10e place européenne en nombre de logements disponibles par habitant. La construction est en panne, les normes s'empilent et l'offre ne suit pas la demande démographique. Le logement est devenu une machine à produire de la pauvreté. Il y a 20 ans, avoir un emploi était la garantie quasi absolue de ne pas être pauvre. Ce contrat social est aujourd'hui rompu. C'est l'émergence massive des working poor, les travailleurs pauvres. Une part significative des ménages déclarés en difficulté compte au moins une personne en emploi. Ce ne sont pas des chômeurs. Ce sont des caissiers, des aides-soignantes, des livreurs, des agents de sécurité, mais aussi des petits indépendants. Ils se lèvent tôt, ils travaillent dur, et pourtant, ils n'y arrivent pas. La Banque européenne d'investissement pointe du doigt la fragmentation du marché du travail. Le développement des contrats précaires, des CDD courts, du temps partiel contraint, subi majoritairement par les femmes, et de l'auto-entrepreneuriat de survie fragilise les revenus. Dans certains pays de l'Union, la part des travailleurs pauvres dépasse les 8 à 10% de la population active. C'est un scandale silencieux. Malgré les dispositifs de protection sociale, le salaire minimum ou les revenus d'activité ne suffisent plus à couvrir le coût réel de la vie dans les zones urbaines. Le travail ne paie plus assez pour vivre dignement. Il permet juste de survivre. L'Europe est une union, mais face à la précarité, elle est profondément divisée. Les taux de ménage en difficulté de fin de mois varient fortement d'un pays à l'autre. Sans surprise, on retrouve des niveaux d'alerte rouge dans une partie de l'Europe du Sud, Grèce, Espagne et de l'Europe de l'Est, où les salaires restent bas par rapport au coût de la vie globalisée. Cependant, le journal des deux rives note une tendance inquiétante. Les bastions de la prospérité tremblent aussi. Les pays nordiques et certains pays d'Europe centrale comme l'Allemagne ou l'Autriche affichent certes des taux plus faibles, mais la dynamique est mauvaise. Eux aussi voient la part des ménages sous pression augmenter significativement depuis la crise énergétique. Les inégalités de revenus se creusent à l'intérieur, même des frontières. Ce qui explique ces écarts, c'est souvent le niveau de protection sociale et, surtout, le coût du logement. Là où le logement social est fort, la pauvreté est mieux contenue. Là où le marché est roi, la classe moyenne inférieure décroche. C'est ici que se joue le tournant historique. La précarité ne concerne plus seulement les pauvres statistiques. Elle remonte la chaîne alimentaire sociale. Les études de la Fondation pour le logement montrent qu'une part croissante de ménages se situant autour du revenu médian déclarent désormais éprouver des difficultés. On parle ici d'infirmiers, d'enseignants, de techniciens, de fonctionnaires intermédiaires. Ces ménages sont dans une zone grise, un angle mort des politiques publiques. Ils gagnent trop pour bénéficier des aides sociales, des chèques énergie ou des logements HLM, mais ils ne gagnent pas assez pour absorber sans douleur la hausse de 15% de leur panier de courses et de leur facture de gaz. Le risque identifié par la Banque européenne d'investissement est celui d'une trappe de précarité. Ce sont des gens qui ne tombent pas immédiatement dans la misère visible, mais qui vivent dans une insécurité mentale constante. Ils suppriment les vacances, ils rognent sur la santé, ils repoussent les réparations de la maison. C'est une érosion lente du statut social, une peur du déclassement qui devient chronique. Comment font-ils pour tenir ? La réponse tient souvent en un mot, la dette. Pour maintenir la tête hors de l'eau, de nombreux ménages recourent massivement au crédit à la consommation, aux découverts bancaires autorisés ou non, et aux nouvelles solutions de paiement fractionné type acheter maintenant, payer plus tard. C'est une fuite en avant. Avec la remontée des taux directeurs décidés par la Banque centrale européenne pour combattre l'inflation, le coût de cet argent magique a explosé. Les taux d'intérêt plus élevés renchérissent le coût de ces dettes, augmentant mécaniquement le risque de surendettement. Les signaux d'alerte clignotent sur les tableaux de bord des banques. Les retards de paiement sur les loyers, les échéances d'hypothèque et les factures d'énergie sont en hausse. Quand on commence à choisir quelle facture payer ce mois-ci, c'est que la rupture est proche. Pour les organismes sociaux, c'est le signe avant-coureur d'une vague d'expulsion et de dossiers de surendettement à traiter dans les mois à venir. Face à cette vague, l'État-providence européen est-il encore capable de jouer son rôle d'amortisseur ? Il est vrai que les systèmes de protection sociale ont évité le pire pendant la pandémie, grâce au quoi qu'il en coûte. Mais aujourd'hui, la machine est grippée. Les États sortent de ces crises avec des dettes colossales et se heurtent à des contraintes budgétaires strictes.
De plus, il y a la démographie. Le vieillissement accéléré de la population européenne pèse lourdement sur les finances publiques. La hausse des dépenses de santé et de retraite, couplée aux investissements colossaux nécessaires pour la transition énergétique, réduit la marge de manœuvre des gouvernements. Il y a moins d'argent disponible pour revaloriser les allocations ou soutenir le revenu des ménages. Conséquence directe, le secteur associatif est submergé. Dans plusieurs pays, de la France à l'Allemagne, les organisations caritatives comme les banques alimentaires signalent une demande d'aide matérielle en forte hausse. On y voit arriver de nouveaux profils, des étudiants, des retraités, et ces fameux travailleurs pauvres qui n'auraient jamais imaginé devoir faire la queue pour manger. Cette souffrance économique ne reste pas confinée au portefeuille, elle se transforme en colère politique. La montée de la précarité économique est le carburant principal de la défiance envers les institutions et les partis traditionnels. Les ménages qui n'arrivent plus à finir le mois se sentent souvent invisibles, méprisés. Ils ont l'impression d'avoir respecté toutes les règles du jeu, aller à l'école, trouver un travail, payer ses impôts et d'avoir été trahis par la promesse méritocratique. Les tensions autour du logement, la stagnation des salaires réels et le coût de l'énergie deviennent un terrain fertile pour les mouvements de contestation sociale et le vote pour les partis radicaux ou populistes. C'est une crise de légitimité. Si l'Europe n'est plus capable de garantir la sécurité matérielle de ses citoyens, alors à quoi sert-elle? C'est la question brutale que posent désormais des millions d'électeurs dans les urnes. Alors, faut-il espérer une amélioration rapide? Malheureusement, les experts sont pessimistes. Les facteurs qui alimentent cette insécurité ne sont pas conjoncturels, ils sont structurels. Le logement cher est le résultat de décennies de politique. La transition énergétique va continuer de coûter cher avant de rapporter. La fragmentation du marché du travail est une tendance lourde de l'économie numérisée. Même si l'inflation revient à 2%, les prix ne reviendront pas en arrière. Le niveau de prix atteint en 2025 est le nouveau plancher. Les institutions financières et les chercheurs prennent désormais au sérieux les scénarios de maintien d'une précarité diffuse et durable sur une partie significative des ménages européens. On s'achemine peu, être vers une société à deux vitesses. Ceux qui possèdent leur logement et naviguent au-dessus de la mêlée, et ceux qui louent et subissent de plein fouet chaque variation de l'économie. En conclusion, ce chiffre de 29% doit agir comme un électrochoc. Que 29% des ménages européens n'arrivent plus à finir le mois, ce n'est pas un accident statistique ni une anomalie temporaire. C'est le symptôme clinique d'un continent malade, où le coût de la vie, la précarité de l'emploi et la crise du logement convergent pour créer un étau insupportable. La vraie question n'est plus de savoir quand cette crise va passer, car elle ne passera pas toute seule. La question est de savoir combien de temps les classes populaires et moyennes pourront tenir physiquement et psychologiquement dans cet étau financier. L'Europe est à la croisée des chemins. Saura-t-elle reconstruire un modèle social et économique où travailler suffit à vivre dignement, où se loger n'est pas un luxe? Ou glissera-t-elle, année après année, vers une normalisation de la précarité, acceptant que le tiers de sa population vive en survie perpétuelle? C'est le défi majeur de notre décennie. Pour continuer de suivre ces fractures économiques, pour comprendre les enjeux derrière les prix du logement, les salaires, la dette et la pauvreté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à Zone d'influence. Nous continuerons de décrypter ce que les autres survolent. À très bientôt.